Bonsoir à tous. Carpentras, c'est pas moi. C'est pas nous, on le jure. C'est pas nous, voilà. C'est la nouvelle, ça fait 6 ans qu'on le dit, mais jusqu'à présent c'était nul et non avenu, parce que c'était exactement comme si on avait micté dans un Stradivarius. Mais là, maintenant, c'est le monde qui le dit. Et puis... Le monde dit, alors dans son langage, je peux, Victoria, ou vous voulez témoin faire l'émission numéro 1, témoin numéro 1. Ça, je m'en fous, ça. Si vous, moi, je ne regarde pas la télévision. Et, vous avez tort, là, c'est intéressant. Alors, je continue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Qu'est-ce que j'étais pour dire, comme disait Monsieur Durand? Alors, je sens que... Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, voilà. Dans le monde, écoutez bien. 5 ans après la profanation du cimetière juif de Carpentras, la justice disposerait de 2 pistes. Celle-ci écarterait l'hypothèse d'un acte commis par l'extrême droite. Ouh, les vilains. C'est le monde qui dit ça. Alors, si c'est le monde qui le dit, alors forcément, c'est vrai. Mais on va lire l'article parce que vous allez voir, il y a autre chose dont je vous parlerai, mais après. Parce que c'est une journée de réjouissance aujourd'hui. C'est une journée, d'abord parce que Carpentras, c'est pas moi, c'est pas toi non plus. Non, c'est pas moi. C'est Samuel Maréchal qui vient de répondre, qui est mon invité ce soir. Alors je le tutoie parce qu'on parle pas de... Tout à l'heure, je le vous soirai parce que je m'adresserai au directeur du Front National de la Jeunesse et on fera comme si on était dans une vraie émission de radio. Mais c'est une vraie radio. Ah non, j'ai pas dit une vraie radio. Là, c'est évidemment une vraie radio. Je parle une vraie émission. Une vraie émission. Tandis que là, quand on est hors micro, comme on est amis, on se tutoie. Mais on n'est pas censé le dire au public. Le public ne doit pas avoir accès. Personne ne l'a entendu. Et puis, pareil avec Bravoure. Ça y est, c'est plus mon nom. C'est ça le drame. C'était Marie-Josée de Bravoura. Tout à l'heure, on va vous soyer, mais pour l'instant, je l'appelle Bravoure et je lui dis tu. Tutoyer la bravoure, c'est pas mal. Parce que c'est ma copine. Alors, donc, je vous disais, à propos de Carpentras, est-ce qu'on dit Carpentras ou Carpentras? Je crois qu'on dit Carpentras là-bas, mais oui. Nous, qui ne savons pas, à Paris, on dit Carpentras. Ben, on parle pointu à Paris. Eh oui. Alors voilà. Donc, c'est pas nous, je le disais, la justice s'éloigne de la piste d'extrême droite, dit Le Monde, en versant une larme. On a l'impression que c'est un train qui s'en va, et que sur le quai, il y a monsieur Guy Porte, le journaliste du Monde, qui agite son mouchoir en versant une larme. La justice s'éloigne de la piste d'extrême droite. Ah, ça fait 5 ans que la piste d'extrême droite, on la trace, on la vernit, on la balaye, on la... Est-ce qu'on nous fait des excuses? Non, mais tu rigoles, toi. Parce que tout de même, il y a eu le défilé, là. T'as qu'à croire. Non, mais attends, on va en parler de ça. Ouh là là, on va en parler. Les imbéciles. Parce que ce sont des imbéciles qui ont défilé derrière le mannequin de Le Pen empalé. Ce sont des imbéciles. Ils se sont laissés gogoter par une poignée d'escrocs. Ce sont des escrocs. J'en dis, c'était l'extrême droite. Regardez, c'était Le Pen. Ah, les vilaines bêtes et tout. Mais non, c'est pas lui, c'est pas nous, c'est pas moi. Donc les gens qui ont défilé pour se lamenter sur l'horrible attentat d'extrême droite commis contre une sépulture israélite, ce sont des escrocs ou des imbéciles au choix. Vous avez le choix, messieurs. Monsieur Mitterrand, par exemple, je vous dis, ou vous êtes un escroc, ou vous êtes un imbécile. Et quand on a lu d'ailleurs les livres de Montaldo, on a tendance à pencher pour une des 2 hypothèses, je ne dirais pas laquelle. Vous n'avez qu'à lire les livres de Montaldo. Ben, c'est pas un imbécile. Hein? Ah non, c'est pas un imbécile. Ça, faut reconnaître que c'est tout sauf un imbécile. Hein? Alors voilà, plus de 5 ans après les faits, nous dit monsieur Guy Porte, du Monde, et donc journaliste sérieux s'il en fut, dans un journal sérieux s'il en fut, l'enquête sur la profanation du cimetière juif de Carpentras est-elle sur le point d'être relancée? Question. Alors, ça c'est le type même du journalisme hypocrite. Il relance un truc, et il pose la question pour relancer le truc. Est-elle sur le point d'être relancée? Alors, le nouveau procureur de la République de Carpentras, Jean-Michel Tissot, ne l'a pas écarté. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas écarté? On ne sait pas. Enfin, il y a quelque chose qu'il n'a pas écarté. En annonçant au cours de l'émission Témoin numéro 1 sur TF1, lundi 18 septembre, que des, ouvrez les guillemets, mises en examen pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Fermez les guillemets. Entre nous, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, c'est à Pâques ou à la Trinité, au calandre grec, bien entendu, grec, comme disait ma concierge, qui était une personne extrêmement cultivée, quoique portugaise. Non, c'est vrai. C'est pas loin, les Grecs. Oui, c'est ça. Bon, écoute, je prêterai un atlas et on en discutera après. Donc, dans les prochaines semaines, pourrait. Alors, imaginez simplement que ça soit confirmé que c'est une piste d'extrême droite. Est-ce que vous croyez sérieusement que M. Jean-Michel Tissot, procureur de la République nouveau de Carpentras, dirait des mises en examen pourraient intervenir dans les prochaines semaines? Les mecs seraient déjà en tôle avec les poussettes.
Mais comme c'est pas la piste d'extrême droite, c'est éventuellement on va voir. Ça pourrait intervenir dans les prochaines semaines, on verra peut-être un jour. On sait qui c'est, mais peut-être qu'un jour on les arrêtera. C'est pas sûr. Si ça nous arrange pas, on les arrêtera pas. Donc selon ce magistrat, les enquêteurs auraient recueilli de nouveaux témoignages, ouvrez les guillemets, dignes d'intérêt, fermez les guillemets, ouvrant, ouvrez les guillemets, 2 pistes, l'une locale, l'autre régionale, fermez les guillemets. Je voudrais dire une chose, c'est que si j'avais été moins bête, c'est-à-dire moins bêtement franchouillard, pour tout vous dire, à 18 ans ou à 21 ans, j'aurais déposé à l'Institut, comment ça s'appelle, les marques déposées, à l'INPI, j'aurais déposé le conditionnel. J'aurais déposé toutes les formes de tous les verbes au conditionnel. Et j'aurais envoyé une lettre au monde en disant « Je suis propriétaire du conditionnel. » Je me serais fait une bouille en or, comme on dit également. Parce que, regardez là, dans cette, en 5 lignes, il y a au moins 14 conditionnels. Aurait, pourrait, peut-être, on verrait, éventuellement on ferait, etc. C'est les rois du conditionnel. Les rois des conditionnels. Alors je continue. Le premier de ces témoignages recueillis en juillet par des policiers du SRPJ de Montpellier, en juillet. Écoutez bien ce qu'il écrit, ce mec, ce journaliste. Le premier de ces témoignages recueillis en juillet par des policiers du SRPJ de Montpellier émane d'un habitant de Carpentras, ou de Carpentras, qui a rapporté des conversations surprises dans un bar de la sous-préfecture de Vaucluse. Nous, on le sait depuis 6 ans, ça, 5 ans. On le dit depuis 5 ans. Mais apparemment, d'après Le Monde, les policiers du SRPJ de Montpellier, qui avaient été mobilisés comme des bêtes sur l'affaire, je vous le rappelle, que Jox avait dit, il a mis 80 policiers, 80 inspecteurs sur l'affaire, des magistrats instructeurs, des procureurs, des patins et des couffins. Il y avait tout le banc et l'arrière-banc de la police et de la magistrature, locale et parisienne, qui étaient descendus sur Carpentras ou Carpentras pour trouver des traces de l'extrême droite dans cette affaire. Hein, ça a duré quand même 2 ans pleins. Après, ils se sont calmés parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à payer des flics et des chafourés à rien foutre. Donc, ils les ont retirés du tapis. Mais pendant 2 ans, quand même, ces gens-là se sont gobergés dans les bars et les hôtels de la région à rien faire et à rien trouver. Et puis là, d'un seul coup, au mois de juillet, on va savoir pourquoi, le SRPJ de Montpellier, d'ailleurs, on va savoir pourquoi Montpellier. Pourquoi toi qui connais bien la géographie, Marie-Josée? Eh bien, c'est parce que c'est pas loin de Carpentras. C'est pas loin. Voilà. À pied, c'est... C'est accessible. Non, d'accord. Ouais, oui. Il faut faire plusieurs voyages, quoi. Alors donc, ils ont compris en mois de juillet. Et il y a un habitant de Carpentras qui a rapporté des conversations surprises dans un bar de la sous-préfecture du Vaucluse. Plusieurs personnes, vous remarquerez la précision du propos, hein, plusieurs personnes dont il a fourni l'identité y aurait... Alors, tiens, on va faire un petit coup de sonnette. Ça fait 100 balles pour le Nourin à Beketch, qui a déposé le conditionnel. Il aurait évoqué la soirée du 8 au 9 mai 90, au cours de laquelle 34 sépultures avaient été saccagées. Alors pour une fois, là, c'est pas aurait été saccagé, c'est avait été saccagé, donc c'est vrai. Et le corps d'un habitant de la ville, Félix Germont, exhumé puis empalé sur une hampe de parasol. Il n'y a pas de conditionnel, mais c'est pas vrai. Tout le monde sait, par le procureur de l'époque, qu'il n'y a pas eu d'empalement. Il n'y a que M. Guy Porte du Monde qui continue à colporter, comme son nom l'indique, cette balançoire. C'est faux, c'est un mensonge, quoi. Il n'y a jamais eu d'empalement. Ne nous empalons pas, comme disait. Ce témoignage, s'ajoutant à d'autres du même genre, moi si j'étais journaliste, c'est un peu comme ça que j'écrirais. Ce témoignage, s'ajoutant à d'autres du même genre, avait été accueilli avec scepticisme par le juge d'instruction chargé du dossier, Sylvie Motte. Il faut retenir le nom de Sylvie Motte, car c'est un juge d'instruction qui accueille avec scepticisme les informations qui pourtant devraient attirer son attention, puisqu'elle apporte enfin une piste. Mais Sylvie Motte, elle a trouvé qu'un témoignage qui lavait l'extrême droite du soupçon de s'être empalé ou d'avoir empalé, ça méritait que du scepticisme. Mais Madame Sylvie Motte, juge d'instruction, elle s'est plantée, si j'ose dire. Parce que, comme nous dit Le Monde, il a été depuis, le témoignage en question, recoupé par d'autres dépositions dans un dossier criminel local concernant le décès d'une lycéenne de 14 ans, Alexandra Bérus, trouvée agonisante le 16 mai 92 au pied de l'immeuble où elle habitait avec ses parents. Parce qu'il faut quand même dire que toute cette histoire,
on peut en ritonner maintenant, mais il y a aussi des tragédies qui se sont passées dans cette affaire. Je ne parle pas de la tragédie de tous les gens qui ont été accusés d'une façon répugnante par des canailles et des imbéciles de s'être livrés à des actes infamants. Ça, je ne parle pas de cette tragédie-là. Mais par exemple, cette tragédie dont je parle à l'instant, la mort de la petite Alexandra Berus, ça, c'est une vraie tragédie. Et c'est grâce à cette affaire, si j'ose dire, c'est à travers cette affaire qu'on va arriver à la vérité sur Carpentras. Et on va découvrir que cette saleté, cette saloperie de la profanation qui a été imputée à la droite nationale, eh bien, tout simplement, c'est le fait d'une bande de petites véroles, camées, alcooliques, amateurs de parties fines dans les cimetières, des détraqués, quoi, tout simplement. Bon, qui sont pas plus d'extrême droite que d'extrême gauche, d'ailleurs, que nous. Qui sont pas plus d'extrême droite que nous. Merci, Samuel, de préciser ça. Qui sont ni droite ni gauche. Français. Ça, alors là, c'est pas dit. Donc je continue l'article de M. Guy Porte qui mériterait d'avoir le prix Albert Londres. Oui, qui est un prix de journalisme, qui est donné aux bons journalistes quand ils font des bons articles. Alors ces témoignages concordants, entre guillemets concordants et en italique. Les guillemets et l'italique, c'est comme le conditionnel, que ça a le même usage. Alors ces témoignages, entre guillemets, concordants, auraient, auraient permis de cerner des groupes, entre guillemets, de personnes de la bonne société de Carpentras. Ah, bien sûr, c'est forcément la bonne société, ça peut pas être les banlieues. Hein. Affectionnant les soirées spéciales, pimentées par l'usage de stupéfiants. Ouvrez les guillemets, dans le cimetière et hors du cimetière. Bah oui. C'est une précision formidable, ça. Où faites-vous ça? Dans le cimetière et hors le cimetière. Mais où? Ah ben, en ville ou hors la ville. À la campagne ou hors la campagne. En France ou hors de France. Dans le monde ou hors du monde. Enfin, ça veut absolument rien dire. Mais ça fait chic quand même. C'est entre guillemets et en italique aussi. Dans le cimetière et hors le cimetière. Ah. Monsieur Tissot, qui reconnaît procéder essentiellement, ouvrez les guillemets, par déduction, fermez les guillemets, a indiqué qu'une commission rogatoire avait été délivrée à la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Eh ben, dis donc, on est rendu. Un peu plus loin. J'en dirai pas plus, mais et non à la police judiciaire chargée jusqu'ici de l'enquête pour procéder à des vérifications. Donc on en est au stade où la police judiciaire, ayant tout raté depuis 5 ans, en dépit des aiguillonnages de M. Jox et de M. Pasqua, elle n'a rien trouvé du tout. Elle n'a pas été foutue de notre sur le dos de l'extrême droite. Alors, on retire l'enquête à la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur, vous êtes un bon à rien. Même on peut utiliser une autre lettre au début du mot. Et donc, rentrez chez vous, on va donner ça aux gendarmes. Donc, on est sauvés, là. Surtout aux gendarmes de Nîmes. Quant à la piste régionale, elle a pour origine une longue lettre de 20 pages reçue samedi 16 septembre au palais de justice de Carpentras ou Carpentras. Carpentras, il y a une auditrice comment vous pouvez le dire auditrice native de Carpentras qui nous dit que même là-bas, ça ne chante pas. Bon, donc, alors, ça ne chante pas. Alors, donc, au palais de justice de Carpentras, son auteur, l'auteur de cette longue lettre de 20 pages, anonyme, écoutez la suite, vous allez voir, c'est prodigieux. Il décrit minutieusement dans un français malhabile, 20 pages de français malhabile, on dirait un article du Monde. Non, c'est un témoignage d'un auteur anonyme. Il décrit minutieusement dans un français malhabile la soirée du 20 au 9 mai dont il aurait été le témoin passif. Oh. Vous voyez, le témoin passif d'une soirée active de la bonne société de Carpentras, affectionnant les soirées spéciales pimentées par l'usage de stupéfiants dans les cimetières et hors des cimetières. Donc le type, il est passif et il regarde passivement des gens tout simplement se défoncer au hache ou à autre cochonnerie, des gens de la bonne société, attention, en déterrant des cadavres. Et passivement, il regarde ça. Et 5 ans après, il se dit: mais je vais envoyer une lettre d'un français malhabile pour raconter qu'est-ce que j'ai vu à cette époque. Monsieur juge d'instruction, excusez ma française malhabile que je raconte qu'est-ce que j'ai vu dans le cimetière Carpentras 5 ans avant. Non mais ils nous prennent pour qui là? Ils nous prennent vraiment pour des pélicans. Hein. Alors je continue. Non, français malhabile. Donc il donne des détails correspondant au résultat de l'enquête, entre guillemets, sans être réellement inédit, nous dit M. Guy Porte.
C'est pas du français malhabile, ça, c'est du français du Monde, du journal Le Monde. C'est comme ça qu'on parle le journal Le Monde, que c'est comme ça qu'on parle français dans le journal Le Monde. Pas malhabile, Le Monde, autre chose. Autre catégorie de français. Toujours français langage. C'est un peu pareil, français malhabile, français écrit Le Monde, mais pas tout à fait pareil, petite différence. Alors donc il continue, sans être réellement inédit. Il fournit, qui on ne sait pas, probablement l'auteur anonyme, par ailleurs des noms et des adresses de personnes, entre guillemets. Alors, des noms et des adresses, c'est entre guillemets. C'est prodigieux, ça veut rien dire. Il fournit, ouvrez les guillemets, des noms et des adresses, fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est écrit dans la lettre? Donc c'est une citation de la lettre? Enfin, on comprend, c'est désolant. De personnes, ouvrez les guillemets, domiciliées dans la région, fermez les guillemets. À mon avis, ce type, ce Guy Porte, là, il a dû acheter un stock de guillemets quand il est entré dans la presse. On lui a dit, tu fais du journalisme, tiens, voilà un paquet de guillemets, c'est ton cadeau pour l'entrée. Et depuis, chaque fois qu'il fait un article, il se dit, oh là là, j'ai encore 260 000 paires de guillemets, il faut absolument que je les place. Oui, mais Guy Porte n'est que le correspondant du Monde pour la région PACA, c'est peut-être pour ça. C'est pas un vrai journaliste, c'est un correspondant. Comment c'est pas un vrai journaliste? Les correspondants sont des vrais journalistes. Oh là là. Non, mais au Monde, il y a d'abord que des vrais journalistes. Lui comprendra, on se connaît bien tous les deux. Ah bon, d'accord, ça va. Et il porte plutôt à gauche, peut-être, non? Guy Porte. Un peu beaucoup. Oui. Alors donc, revenons aux guillemets. Donc il a des noms et des adresses, fermées les guillemets, deux personnes, ouvrez les guillemets, domiciliées dans la région, fermées les guillemets, qui auraient, conditionnel, il a dû acheter aussi un stock de conditionnel. Oui, pardon, oui, merci. Conditionnel. Qui aurait participé à la profanation. Selon le procureur de Carpentras, ces deux pistes, guillemets, ne sont peut-être pas exclusives l'une de l'autre, guillemets, fermées ce coup-ci. Le magistrat estime également que... Alors, là arrive la cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Parce qu'après tout ce qu'ils viennent de nous raconter, c'est-à-dire que exactement ce qu'ils viennent de nous dire, c'est qu'on sait qui a fait le coup, on sait que c'est des gens de la bonne société de Carpentras. D'ailleurs, je voudrais bien savoir ce que c'est que la mauvaise société de Carpentras, ou la société qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais ça on ne le dit pas. Donc c'est forcément la bonne société. On sait que c'est au cours d'une partie fine nocturne, on a les noms et les adresses, entre guillemets, des gens domiciliés dans la région, entre guillemets, ça veut dire qu'on a le nom, l'adresse, tout c'est complet et tout. Et alors le magistrat qui a reçu ça, dans lettre français malhabile, après réflexion, il se dit, ah, peut-être on va... Non, parce que lui, il parle à français habile, donc il dit, peut-être on pourrait prononcer des inculpations dans quelques semaines, on verra. Et alors, le journaliste du Monde, M. Guy Porte à gauche, dit, le magistrat estime également que la piste politique d'extrême droite, largement évoquée de prime abord, parenthèse, au moment où il a voulu mettre des guillemets, il s'est dit, merde, qu'est-ce que j'ai foutu de mes guillemets? J'ai dépensé tout mon stock. Alors, pof, il met une parenthèse. Largement évoqué de prime abord, parenthèse, au point d'apparaître comme une thèse d'État, fermez la parenthèse, et puis là, il retrouve ses guillemets, donc guillemets, ne semble plus plausible aujourd'hui, même si elle n'est pas totalement abandonnée. Non, il n'y a pas de... Ah, pardon, pardon. Alors, la piste de l'extrême droite ne semble plus plausible. Autrement dit, le type, on lui dit, le magistrat, instructeur, on lui dit, monsieur le magistrat instructeur, voilà la liste avec les noms et les adresses, dans un français malhabile, mais on fait ce qu'on peut, de gens qui participent à soirées fines, bonne société Carpentras, pimentées par usage stupéfiant dans cimetière et hors cimetière. Alors lui, il lit la liste et il dit, je crois mieux. Il dit, bon sang, mais c'est bien sûr qu'il ajoute, élémentaire, mon cher Watson, la piste d'extrême droite ne semble plus plausible aujourd'hui, même si elle n'est pas totalement abandonnée. Parce que si dans la liste français malhabile, bonne société Carpentras, il trouvait un mec qui adhère à l'aile droite du RPR, ou du PR, ou de l'UDF, boum, on est bon. Même du Front National, à l'aile gauche du Front National, on est bon. On saute. Mais, alors donc, elle est plus plausible, même si elle n'est pas totalement abandonnée. Ce qui, en bon français, veut dire que, aujourd'hui, en France, dans un pays où on est surchargé de boulot dans les prétoires, dans les cabinets de juges d'instruction, dans les magistrats, dans les tribunaux, dans les prisons, où il y a trop de monde partout, un magistrat instructeur, faut vous dire, je n'abandonne pas cette piste, bien qu'elle ne soit pas plausible, car c'est exactement ce qu'il dit. Il dit cette piste n'est plus plausible, bien qu'elle ne soit pas totalement abandonnée. C'est-à-dire, c'est complètement invraisemblable, ça ne tient pas debout, c'est totalement idiot. Il est certain que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais quand même, je vais continuer à chercher, parce que j'ai rien d'autre à foutre, j'ai du temps à perdre. C'est plus plausible parce qu'il n'y a plus d'élection.
de grandes élections d'ici quelques mois. Non, ça reste plausible. Enfin non, c'est plus plausible, mais c'est pas abandonné. Ça reste, mais voilà, bizarrement, ça arrive à un moment d'une période creuse d'élections. Imaginez que la vérité arrivait une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire la vérité que tout le monde connaît depuis le début de cette affaire. Hein. Il n'y avait pas un arrêt de la progression du Front National dans l'opinion en 90, et Jean-Marie Le Pen ne faisait pas 15% à l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout. Alors, je crois que... Oui, enfin, on verra. Je répondrai à cette question tout à l'heure, parce qu'elle me paraît un peu échevelée. Donc, je continue. Alors, Le Monde, M. Guy Porte, dans Le Monde, nous dit... à propos de ces déclarations du magistrat, qui sont, vous avez vu, formidables, c'est-à-dire la piste d'extrême droite n'est plus plausible, mais on l'abandonne pas pour autant. C'est pas parce qu'elle correspond à aucune réalité qu'on va la laisser tomber. C'est ça qu'il dit, hein, précisément. Je peux dire quelque chose? Ce qui est très curieux, c'est que pendant les vacances au mois d'août, j'ai entendu, je crois sur FIP, le matin très tôt, vous savez qu'après la censure passe, mais le matin il y a quelquefois des choses qui passent bien pas censurées. J'ai entendu le procureur et je ne me rappelle plus quelle ville, à laver de tout soupçon le Front National. Et là, il n'y avait pas du tout de conditionnel, il n'y avait pas de guillemets. Et ça n'a jamais été repris. Moi, j'ai téléphoné à l'information à 4 personnes, et après, ça n'a jamais été repris dans la journée. Pendant le mois d'août, où il y a eu le France Inter qui a annoncé une révélation importante sur l'affaire de Carpentras, dans la matinée, et bizarrement, elle n'est jamais arrivée. Et dans le même temps, des journalistes, le journal Votre Dimanche hebdomadaire, publiait un petit écho en disant Carpentras, l'affaire, la justice s'oriente vers la piste de jeunes fêtards, entre guillemets, de Carpentras, et l'extrême droite ne serait pas du tout dans cette affaire-là. Et puis après, silence radio jusqu'à ce que Pradel, c'est vrai que c'est un peu Pradel qui est à l'origine de ça avec le témoin numéro 1, mais lui avait annoncé à France Soir la semaine dernière qu'il avait un témoin anonyme qui allait parler, et le témoin anonyme n'est pas venu, bizarrement. Mais ça n'a pas empêché quand même le reportage, et par là même, de nombreux auditeurs ont appelé... au moins le procureur de la République. Oui, on a dû faire pression énormément. Alors, en tout cas, Le Monde conclut, le Guy Porte dans Le Monde conclut son article en disant, en se livrant à ces déclarations, M. Tissot, donc le magistrat instructeur, pourrait, 100 balles pour Beketch, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir déposé, moi qui ai vraiment besoin de... Ah bon? Ah oui, ça je peux dire. Et ben là, qu'est-ce que ça me rendrait service? Il faudrait que j'envoie une lettre de remerciement à Guy Porte, quand même, parce qu'il a tout fait pour me faire gagner du fric. Et si ça rentre pas, c'est de ma faute. Hein. Tellement. Je vais quand même essayer de déposer le conditionnel dès demain. Hein, Titine? Oui. C'est Pierrine qui est là, que j'appelle Titine, et je vais lui demander l'autorisation de... Alors donc, je continue. Monsieur Tissot pourrait chercher à faire pression sur les auteurs de la profanation. Le Monde accuse carrément les magistrats instructeurs de faire du chantage, quoi. C'est ça, hein. Pourrait chercher à faire pression sur les auteurs de la profanation. Ouvrez les guillemets. Une chape de plomb pèse sur cette ville, nous a-t-il déclaré. Donc, le magistrat fait des déclarations au Monde. Le secret de l'instruction, c'est pour les chiens. Une chape de plomb pèse sur cette ville. Il faut maintenant que les gens parlent et qu'ils sachent que cette affaire ira jusqu'à son terme. Alors, 10 lignes avant, on nous explique qu'il a eu une lettre de 20 pages, d'un français malhabile. Ah, mais français, mais comprend quand même, lettre 20 pages, avec nom, adresse de Bonne Société Carpentras. Et maintenant, il dit, il faut que les gens parlent. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? 20 pages de français malhabile. Hein, il veut quoi, le magistrat instructeur? Et qu'il sache que cette affaire ira jusqu'à son terme. Alors, je signale aux naïfs que cet engagement vaut exactement 0. Parce que le terme d'une affaire judiciaire, c'est ou l'inculpation des coupables, ou ce qu'on appelle le non-lieu. Et par conséquent, M. Tissot, s'il veut mettre un terme à cette affaire, il lui suffit de dire non-lieu. Et pouf, ça y est, l'affaire est arrivée à son terme. Et donc il a tenu parole. Et le Front National reste sali jusqu'à l'extinction des feux par le bon Dieu dans cette affaire. Voilà. Mais quand même, la justice s'éloigne de la piste d'extrême droite, nous dit Guy Porte. Monsieur Beckett, vous n'êtes pas clair ce soir avec vos virgules et guillemets, on ne comprend rien. C'est Le Monde qui n'est pas clair, c'est pas Monsieur Beckett. Moi, je lis Le Monde. Je suis obligé de citer les guillemets et les virgules et les conditionnels et même les italiques, parce qu'autrement, je trahis le texte, vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose de clair, vous n'achetez pas Le Monde, c'est évident.
Il y a beaucoup de messages qui demandent si le Front National et Jean-Marie Le Pen porteront plainte contre X pour le préjudice subi. Je crois que c'est déjà fait depuis longtemps, ça. Ça fait longtemps que les avocats du Front National suivent ce dossier, oui. Et puis tout de même, le procureur, comme vous avez dit, là, comment il s'appelle, le procureur Tissot, il a dit qu'il entendait mettre un point d'honneur à ce que la vérité soit connue. Hein. Oui, comme Pierre Jox, en 90. Ah, oui. Le point d'honneur, c'est cela, oui. Donc, tiens, il y a une autre bonne nouvelle. Ça, moi j'aime bien. Vous avez vu l'autre jour, peut-être dans l'émission de Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, Monsieur Brasseur. Tu as vu ça? Monsieur Brasseur, il a dit... avec Bedos. On est à Radio Courtoisie. Non, mais c'était ce soir avec... pardon. On ne dit pas de mots grossiers au micro. La confuse. Voilà. Comme dirait l'anonyme. Alors donc, Brasseur, on peut encore le dire, puis après on ne le prononcera plus. Alors ce monsieur avait dit, le Front National... Vous voulez que je vous cite? Oui, allez-y. Je suis toujours étonné que ce parti, qui est en théorie pour l'ordre moral, se complaise toujours dans ce qu'il y a de plus sale, de plus crasseux, de plus dégueulasse. Alors M. Brasseur trouve que le Front National se complaît dans ce qui est sale, crasseux et dégueulasse. Alors, c'est une accusation terrible jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle vient de perdre un petit peu de son importance, étant donné ce qui est arrivé à M. Brasseur. Ce monsieur qui s'était dressé là en parangon des vertus républicaines et de la morale publique, puisqu'il condamnait ce qui était sale, crapoteux et dégueulasse, eh bien il s'est fait coxer par les flics en train d'acheter de la cam. Vous voyez, c'est embêtant. Dans le tableau. On l'a arrêté. Ils n'ont pas fait exprès, ils ont cru que c'était un clodo et c'était pas un clodo. Voilà. C'est des artistes. C'est un artiste, oui. Il y a un vieux proverbe français qui dit il ne faut pas monter au mât de cocagne quand on a le caleçon brenneux. Eh bien, M. Brasseur, il n'avait pas que le caleçon de brenneux. Il était en haut du mât de cocagne et il disait le Front National, c'est dégoûtant, c'est sale, l'extrême droite, cacaboudin, etc. Et ben voilà, M. Brasseur est tombé du mât de cocagne. Il est tombé sur son gros derrière et ça fait probablement très mal. Moi, personnellement, ça ne me fait pas pleurer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce genre de Jean Foutre se fasse claquer le baigneur. C'est un bonheur que je ne saurais dire. Et en plus, il y a une espèce de dimension providentielle dans cette affaire. Je remarque une chose, c'est que très, très, très souvent, les gens qui se montrent particulièrement répugnants, abjects avec nous, dans les semaines qui suivent, il leur arrive quelque chose. On a l'impression que le bon Dieu met des seaux en haut des portes à demi ouvertes, vous savez. C'est pas une impression, il met. Et les gars rentrent dans la pièce en faisant un grand numéro de chic et badaboum, il leur tombe un seau d'eau sur le coin du museau. Monsieur Brasseur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Plusieurs auditeurs demandent si vous avez regardé l'émission d'hier soir avec Jean-Marie Le Pen. Et non, hélas, hier soir, j'étais dans l'Aillon. J'étais dans un Aillon qui me ramenait de Toulon, où je suis allé pour voir mon excellent camarade Jean-Marie Le Chevalier. Et j'ai vu des choses tout à fait intéressantes dont je vous parlerai un jour. C'est intéressant, une municipalité comme ça qui est tenue par quelqu'un de chez nous, mais qui est occupée par l'adversaire, occupée. C'est-à-dire que la municipalité de Toulon, il faut quand même savoir une chose, c'est que quand on change l'équipe municipale d'une commune, on ne change pas l'équipe des fonctionnaires municipaux, qui sont des fonctionnaires. Donc, le Chevalier est là-bas avec une équipe de fonctionnaires qui, disons à la moitié, entre les 2 tiers et la moitié, est sournoisement hostile, c'est-à-dire que les gars passent leur temps à distribuer des pots de bananes dans les escaliers, des choses comme ça. Est-ce que vous avez vu des fonctionnaires qui ne soient pas sournoisement hostiles? Non, écoutez, ne dites pas de mal des fonctionnaires, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui nous écoutent. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les fonctionnaires. J'ai jamais été fonctionnaire, mais j'aurais moins d'ennui si je l'étais. Donc, je les envie, je les respecte et je les envie. Non, mais là, je parle des fonctionnaires municipaux de Toulon. Alors, il y en a beaucoup qui sont très bien, qui font leur boulot. Il y en a quelques-uns qui sont carrément des sympathisants, et ça c'est bien agréable. Et puis il en reste qui sont des gens de l'ancienne municipalité et qui font tout simplement du sabotage, quoi. Il faut dire les choses. Par exemple, je vous livrerai un petit détail. À la mairie de Toulon, le courrier, entre le moment où le courrier est livré par la poste et le moment où il est distribué dans les bureaux par le service courrier, il se passe 3 jours. Ben oui. Voilà, c'est tout.
Et donc, alors après, les gens téléphonent en disant, mais on comprend pas, on a écrit au maire, on n'a pas de réponse. Le maire leur dit, je peux pas vous répondre, j'ai pas reçu votre lettre. Voilà. Bon. Et ça se passe comme ça. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, en plus de cette opposition interne, le maire a à faire face à l'hostilité haineuse du seul journal qui soit lu à Toulon, qui s'appelle Var Matin. Alors c'est drôle de dire Var Matin, parce qu'on voit comment fonctionnent ces gens-là. Tout ce que fait le maire est mal. Par exemple, il a donné une journée de congé à des fonctionnaires, pour une raison quelconque, j'ignore laquelle, mais il leur a donné une journée de congé. Alors, le journal lui reproche d'avoir donné cette journée de congé aux fonctionnaires municipaux. Et les fonctionnaires municipaux, il y en a certains qui ont refusé la journée de congé en disant elle n'est pas légale, donc on ne la veut pas. C'est vraiment des chiens, quoi. Ces gens de la CGT, tous ces syndicalistes sont des chiens. Il n'y a pas d'autre mot. La racaille. Parce que c'est vrai, on sent qu'ils sont pourris de haine. Et en plus, ils sont nuls professionnellement. C'est des ringards, c'est invraisemblable. Oui, mais là, ils vont peut-être un peu baisser la garde, parce que dans toutes les municipalités que j'ai connues, les stratifs menaient. Hein, ça, c'est le maire savait que, je pense à une ville où le maire ne recevait jamais son courrier sans avoir déjà été ouvert auparavant. Donc là, c'est bien, parce qu'ils vont peut-être baisser la garde. Ils sont tellement furieux que... En tout cas, alors il se passe une chose là-bas qui est très très drôle, c'est qu'il y avait l'ancienne municipalité, qui était monsieur le docteur Trucy. Qui est embêtant. Heureusement qu'il s'appelle, son prénom c'était François. Pas Daniel? Oui, si ça avait été Daniel, c'était très emmerdant. Mais non, c'est François, donc ça va. Alors le docteur Trucy, qui était maire, quand la nouvelle municipalité a été élue, il n'était pas content, parce que naturellement, il a été éjecté, ça fait jamais plaisir. Et quand la nouvelle municipalité est arrivée, elle a trouvé, d'ailleurs comme ça s'est passé dans toutes les communes de France où ça a basculé, que ce soit des communes de gauche qui passent à droite, des communes de droite qui passent à gauche, des communes de droite ou de gauche qui passent à ni droite ni gauche, ça a été la même chose. On a trouvé les tiroirs vides, à la rigueur un bout de crayon mâchouillé dans un coin du bureau sous la moquette parce que la femme de ménage avait oublié d'y passer, mais autrement les ordinateurs complètement nettoyés, les tiroirs vidés, les murs vidés des tableaux. Bon, c'est très très drôle. Et Monsieur Trucy, Monsieur le docteur Trucy, a commencé sa campagne de protestation contre le fonctionnement de la nouvelle municipalité, en dénonçant systématiquement la nouvelle municipalité dans tout ce qu'elle faisait. Y compris dans la décision de Jean-Marie Le Chevalier de demander à un grand cabinet international un audit sur le fonctionnement de l'ancienne municipalité. Alors là, le docteur Trucy n'est pas content du tout. Il a trouvé que c'était une façon de dilapider des fonds municipaux qui était scandaleuse. De demander à un grand cabinet international qui en plus porte un nom étranger, vous vous rendez compte? Un nom anglais. C'est vrai que c'est pas très bien. Enfin, pourquoi Jean-Marie Le Chevalier a-t-il fait ça? Parce que il y a eu un mot d'ordre en France qui a été un mot d'ordre, pas un mot d'ordre, un chantage tout simplement, qui a été fait au cabinet d'audit français, leur disant si vous acceptez de travailler pour les municipalités du Front National, vous ne travaillerez plus jamais pour une commune que nous tenons. Bon, il faut savoir qu'en France, il y a 36 000 communes, il y en a 3 qui sont entre les mains du Front National, donc ça veut dire qu'il y en a, si je sais encore compter, 2997. Oui, mais enfin, il y en a 3 qui ont des maires Front National. Donc, il y en a 2980... Pardon, qu'est-ce que je dis? 36 000, c'est-à-dire, il y en a 35 997 qui sont contrôlés par les autres. Alors, les gens des cabinets d'audit, qui sont des gens qui font du fric, tout simplement, c'est des spécialistes des examens de comptes, des bilans, etc., ils se disent 35 997 contre 3... L'hésitation dure pas très longtemps. Alors ils ont publié dans Le Monde un grand papier disant jamais nous ne travaillerons avec le Front National, jamais, etc. Les plus grands cabinets d'audit ont dit ça. Escalité, avec la signature, c'est un appel au boycott avec la signature des caïds de l'audit en France. Alors Jean-Marie Le Chevalier s'en foutait puisque lui il a pris un cabinet international et non pas installé seulement en France, mais installé partout en Europe et peut-être même dans le monde. Et ce cabinet a commencé à travailler et ça fait très très peur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'a évidemment rien à se reprocher, le bon docteur Trucy François, pardon. Du Parti républicain. Du PR. Il n'a rien à se reprocher du tout. D'abord parce qu'il est honnête, c'est obligé. Et pendant ce temps-là, la Chambre des comptes régionale a fait, elle, une enquête sur un organisme qui s'appelait Toulon Communication. Alors, il faut, en 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Toulon Communication, c'est un organisme qui avait été créé par la mairie de Toulon pour pouvoir faire de la communication.
c'est-à-dire pour pouvoir vendre la ville, comme on dit maintenant, comme ville touristique, comme ville de congrès, comme ville de foire, etc., etc. Et comme pour ce métier-là, le métier de la communication, il faut des spécialistes, et que ces spécialistes, il faut les payer à des prix de spécialistes, et que la loi, le Code des communes interdit d'embaucher des spécialistes qui ne soient pas des fonctionnaires, ils ont été obligés de créer une association qui était subventionnée par la commune, et l'association, elle, embauchait des spécialistes. Est-ce que je suis bien clair? Là, très très clair, pas besoin de guillemets. Là, il n'y a pas besoin de guillemets. Bon. Alors tout ça était, sinon légal, du moins régulier. Jusqu'au moment où Monsieur Trucy, le docteur Trucy, a eu l'idée d'embaucher comme directeur de cabinet un jeune homme qui s'appelait Monsieur Collin. Et Monsieur Collin était, hasard incroyable, stupéfiant, le fils de Monsieur Collin, député. Hasard. Donc, Monsieur Trucy, sénateur, PR, c'est ça? PR. Embauche, Parti républicain. Embauche le fils de Monsieur Collin, député. PR. Voilà. C'est bizarre, hein. Il y a des coïncidences. La vie est faite de rencontres comme ça. Il l'embauche comme directeur de cabinet. Vous allez me dire qu'il ne va pas embaucher comme directeur de cabinet un mec du Front National. Mais c'est pour se rapprocher de François Léotard, président du PR. Honnête homme. Parti républicain, pour certains. Très, très pour certains. Oui, pour certains. Nous ne partagerons pas cette thèse. Et donc, comme il l'embauche, comme il le paye, comme directeur de cabinet, le petit Collin, 26 000 francs par mois. Correct. Mais enfin, pour un directeur de cabinet, c'est bien. Mais c'est... Souvent, le petit Collin, il trouve que c'est pas assez. Alors, il dit à monsieur le docteur Trucy, mon cher François, monsieur le directeur, monsieur le maire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un peu de beurre dans les épinards? Alors, le maire lui dit, écoutez, on va chercher. Ah, j'ai une idée. Je vais consulter mon ami, le président de Toulon Communication, que je vous causais à l'instant, pour lui demander si par hasard, il n'y aurait pas une place pour vous. Coup de chance, incroyable, il y a une place pour le jeune Collin, fils du député, ami du sénateur. Et le jeune Collin, directeur de cabinet du maire, M. Trucy, est embauché en qualité de chargé de mission pour le président à Toulon Communication. Alors, allez-vous me demander, mais qui est le président de Toulon Communication? Eh ben, devinez, le docteur Trucy. C'est pas mal quand même. Alors, là, il est payé 28 000 francs par mois, 13 mois par an, plus 20 000 francs de primes à la fin de l'année. Ça commence à faire. Mais 26 000 francs comme directeur de cabinet, plus 28 000 francs comme chargé de mission, c'est pas encore suffisant pour le petit Collin. C'est vrai qu'il est fils de député PR, il a dû prendre des habitudes de luxe quand il était jeune. Alors il va voir encore M. Trucy, maire de Toulon et président de Toulon Communication, et il lui dit, mon cher Trucy, M. François, cher docteur, cher ami, ami de papa, tonton, est-ce que je pourrais pas par hasard avoir encore un peu plus de sous? Et François Trucy lui dit, on va voir, tiens, j'ai une idée. Je vais demander à mon ami, le président de la SEMTAD, c'est-à-dire de la Société d'économie mixte de Toulon pour l'aménagement de je sais pas quoi, s'il n'aurait pas une petite place. Alors, le président de la SEMTAD dit, mais comment donc? Vous savez qu'on est en train de faire des études, on a besoin, pour alimenter notre connaissance du terrain, d'avoir des études. Il nous faut des spécialistes qui vont faire des études sur des sujets spécialisés. Et votre Collin, est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire des études? Bien sûr que si, dit le président, le maire, sénateur-maire, Trucy, président de Tocom, au président de la SEMTAD. Ah, j'ai oublié de vous dire qui c'est le président de la SEMTAD. Vous avez deviné? C'est le même. C'est Trucy. Mais bien sûr que si. J'ai le petit Collin, il sait parfaitement faire ça. On va lui confier des études. Alors pour ça, on lui donne, je sais pas, 25 briques à peu près. Pour faire des études. Alors les études, c'est l'hébergement des marins. Il était temps à Toulon de faire une étude sur l'hébergement des marins, parce que ça fait à peu près 6 siècles qu'il y a des marins. Qu'est-ce que je dis? Ça fait 20 siècles qu'il y a des marins à Toulon, et ça fait 20 siècles qu'ils habitent à Toulon. Et heureusement qu'il y a eu le docteur Trucy et le petit Collin pour nous dire comment on allait les loger. Donc, il a fait une étude pour les loger,
Et il a fait une autre étude, alors là je l'ai vu, sur la restauration en milieu étudiant. La restauration en milieu étudiant, l'étude, c'est 2 feuillets dactylographiés et 2 feuillets de photocopie de coupures de presse locale. Tout ça pour 14 briques, c'est quand même pas mal, ou 24 briques, je sais plus. En tout cas, grâce à ces invitations à travailler de la part du docteur, sénateur, maire, président, Trucy François, à Colin, fils de Colin, le petit Colin, au cours de l'année 93, il a gagné 67 briques. 670 000 francs. Autrement dit, en gros, 56 000 francs par mois. 5,6 millions pour ceux qui ne savent pas compter en nouveau. C'est bon. Hein? C'est agréable. Oui. C'est vous dire que ça place parfaitement le docteur Trucy pour donner des leçons de morale publique. Et tous les gens de son parti, quoi, ils sont vraiment... ça mérite le respect, ça. Voilà un type, en tout cas, qui a beaucoup travaillé contre le chômage. Il a permis qu'un jeune ait une belle situation. Un seul. Ah oui, mais c'est toujours ça. Bon, le problème, il vaut mieux... est-ce qu'il vaut mieux verser 56 000 francs par mois à une personne ou 1 franc par mois à 56 000 personnes? Moi, je prétends qu'il vaut mieux verser 56 000 francs par mois à une seule personne, parce que là, on est sûr de faire plaisir, tandis qu'1 franc par mois à 56 000 personnes, c'est 56 000 personnes qui s'en foutent. Et voilà. C'est le calcul qu'a dû faire le docteur François. Et là, tu as dénoncé un système qui se passe dans toute la France. Il ne faut pas croire que c'est spécial à Toulon. Simplement, là, c'est pas moi qui l'ai dénoncé, c'est la Chambre des comptes du Var, la Chambre des comptes régionale du Var. Ils ont le droit de dénoncer? Oui. Et le docteur Trucy, à mon avis, il a du souci à se faire, voyez. Et le petit Colin aussi, parce qu'il y a 2 articles de loi extrêmement précis. Une loi de 1936 et une loi de 1983 qui prévoit que pour les sommes indûment versées et indûment perçues, on peut exiger la restitution. Donc le petit Colin, si le maire de Toulon, monsieur le Chevalier, est mal luné, il va être obligé de rembourser 67 briques. C'est triste. Voilà, je voulais vous raconter ces histoires parce qu'elles me paraissent lumineusement éclairantes en ce qui concerne la situation actuelle, vous voyez, et la classe politique actuelle. Ils sont bien, les gens. Voilà. Je voudrais dire aussi que, je ne sais pas si vous êtes abonné ou lecteur de Minutes, mais depuis quelques semaines, je le dis tranquillement, tout le monde n'est pas forcé d'être d'accord, on est d'accord ou on ne l'est pas, mais moi qui suis lecteur, après avoir été autre chose, je constate quand même que Minutes fait un curieux travail de sabotage du Front National. Et là, dans le dernier numéro, il y a un papier qui est un tissu d'ânerie, premièrement, et qui est un papier assez dégueulasse. Et il y a une lettre de lecteur, parce que ils avaient traité, Minutes avait traité M. Bernard Anthony de national catholique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais quand je suis parti de Minutes, j'ai emporté les dictionnaires. Ah, bah donc, bien sûr. Et alors, vous avez laissé les gommes? Mais ils gomment rien. Ils ne savent pas. Donc, ils ont traité Anthony de national catholique. Alors, Anthony il a trouvé que c'était un propos imbécile. Et il a donc envoyé un rectificatif qu'ils ont publié conformément à la loi. Et cette semaine, une semaine après, il publie une lettre qui est vraiment un torrent d'injures contre Bernard Anthony. Alors c'est un peu le système qui consiste à publier des lettres de lecteurs. Comme ça, nous on dit rien, c'est nos lecteurs qui croient que, ou qui disent que. Et alors il y a l'autre système qui est aussi très en usage dans une certaine presse et qui vient d'être adopté par Minutes, c'est de prêter à des inconnus anonymes des propos. Bon, alors là par exemple, c'est il y a un mec, un type anonyme qui dit, ouvrez les guillemets, et là il n'y a pas de conditionnel, à propos de Martinez, qu'il est une personnalité fragile. Personnalité fragile. Il faut savoir que Martinez, qui est mon ami, bon, mais enfin pas seulement mon ami, il est l'ami de plusieurs personnes, mais moi entre autres, c'est un personnage assez étonnant. Il est arrivé en France à 18 ans, il était un pied noir, il est arrivé en France, comme il dit, comme Linda de Souza, avec une valoche sur le port de Marseille, et en 20 ans, il a monté, par son intelligence, son travail, une boîte qui était cotée en bourse, qui avait 18 succursales, 18 sociétés, enfin un groupe de 18 sociétés, 500 employés qui étaient tous des ingénieurs à des cadres supérieurs,
qui représentait c'était la première société de maintenance informatique de France, et probablement d'Europe. Mais il est fragile. Mais c'est un mec fragile, voilà, c'est ça. Alors ils écrivent ça dans une... Ils disent pas que c'est pas eux qui le disent, mais ce qui est navrant, c'est que le type qui écrit ça, il travaille dans un journal qui a appartenu à Martinez. C'est vraiment... c'est pas... Alors voilà, c'est pas beau. Voilà, il est fragile. Pas beau. Bon, je voulais vous dire parce qu'il y a des moments quand même où le silence relève de la complicité. Donc moi je suis pas complice de ces cochonneries-là. Et puis, c'est tout. On me demande ce que je pense de l'émission d'hier soir. Comme je disais, je n'ai pas pu la regarder. J'ai regardé une partie. Samuel, je pense que vous l'avez vu, parce que ça y est, maintenant, on est... Pardon. Monsieur le directeur du Front National de la Jeunesse. Non, j'ai regardé la deuxième partie, et j'étais assez stupéfait par l'attitude de Guillaume Durand, qui ne savait pas se placer vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Et ça devenait même grotesque par moment, et ce qui prouve en ce moment le problème qu'ont les spécialistes entre guillemets de la politique, qu'on appelle parfois les politologues ou les professionnels des médias, qui vis-à-vis du Front National ne savent pas quoi faire, s'il faut essayer de le faire exclure ou le boycotter ou ils l'ont déjà exclu et boycotté, donc ils savent plus. Alors, ce matin sur France Inter, il y avait une émission à laquelle était invité une poignée d'inexistants, dont Monsieur Jean-Pierre Coff. Monsieur Jean-Pierre Coff, c'est cette espèce de créature étrange qui glapit en permanence. On lui dit est-ce que vous aimez le beurre allégé? Ah, non, le beurre allégé, c'est une cochonnerie, il faut pas prendre du beurre allégé, il faut prendre du vrai beurre, du bon beurre, c'est un scandale. Bon, et qu'est-ce que vous pensez du pain? Ah, le pain, maintenant, il n'y a plus de pain, c'est bien mauvais. Bon, tout est mauvais, tout est horrible, et tout ça dit sur le ton qu'on utilise généralement. Hein? Je dis c'est un peu vrai, remarquez. Oui, bien sûr, il est contre tout, ça finit par être énervant. Et alors, il était aussi contre Le Pen, c'est plutôt rassurant. Il a dit, Le Pen, c'est dégoûtant, c'est comme la nouvelle cuisine, blablabla. Donc, il n'aime pas Le Pen, à la surprise générale. Et il est comme ceux qui n'ont pas peur de le dire. Oui, mais il a peut-être raison sur une chose, c'est que Le Pen, c'est nouveau. Oui, et donc, il faut l'essayer. Eh bien, il est en train de se passer à ce propos quelque chose d'encore mieux au Sénat, c'est-à-dire que jusqu'à présent, un groupe au Sénat devait être constitué, on ne pouvait constituer un groupe que si on avait 15 élus au Sénat. Et là, les communistes se sont aperçus qu'à l'issue des sénatoriales qui vont se dérouler les dimanches prochains, il est tout à fait probable qu'ils n'auraient que 10 élus. Oui. Et donc, ils n'auront plus la possibilité de constituer un groupe au Sénat. Eh bien, la majorité du Sénat, c'est-à-dire RPR, UDF, PR, CDS, et tous ces partis de droite, comme ils disent, sont en train d'étudier une modification du règlement intérieur du Sénat qui abaissera à 10 le nombre de membres indispensables à la constitution d'un groupe. Ils avaient déjà fait ça au Parlement, à la Chambre des députés, où, quand les communistes ont perdu la plupart de leurs élus, ils sont descendus, je crois, à 25, ou quelque chose comme ça. Et donc, à l'époque, la constitution d'un groupe était autorisée à partir de 30 membres, je crois. Et comme les communistes ont eu 25 ou 22, je me souviens plus des chiffres exacts, le règlement intérieur de la Chambre des députés a été modifié et le nombre minimum d'adhérents d'un groupe a été réduit à 22 ou à 25. Le problème, c'est que, vous savez, quand il y a un ascenseur qui monte et un ascenseur qui descend, il y a un moment où ils se croisent. Et donc, à force de descendre les exigences pour le Parti communiste, et pour éviter que le Parti communiste disparaisse, et de monter les exigences pour éviter que le Front National apparaisse, il y a un moment où ils vont se retrouver coincés, où ils vont être obligés de dire, pour constituer un groupe, il faut présenter au maximum, ou au minimum plutôt, 10 élus communistes. Voilà, je pense à ça, oui. Mais 30 élus du Front National, ils seront obligés de le faire. Voilà. Donc, pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Je sais plus du tout, mais enfin, j'en parlais. Alors maintenant, venons aux choses sérieuses. Samuel Marchal, vous avez lancé cet été un truc qui, sauf le respect, je ne devrais pas employer ce mot-là en ce moment, mais tant pis, je l'emploie quand même, est une espèce de bombe politique. C'est ce fameux slogan « ni droite ni gauche ».
Ça embête beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup d'adversaires. Oui, ça les fait trébucher pas mal. Ils ont été pris à contre-pied, d'autant que Le Pen a repris ce slogan aux journées de l'université du Front National à Toulon. Donc le slogan a été lancé à l'université du Front National de la Jeunesse, repris à l'université du Front National, et ça fait beaucoup de bruit, puisque depuis on ne parle plus que de ça. Ou presque. En politique, c'est le grand sujet. Tout le politique, monde. Oui, c'est vrai. Chevènement en parle, Aubry en parle, Lindemann a essayé d'en parler en face de vous sur France Inter, je crois. Europe 1. Sur Europe 1. On peut pas dire que ça ait donné des résultats étonnants, d'ailleurs. Elle était un petit peu paralysée, quand même. Oui, c'est bizarre. Oui, parce qu'ils voient leur fonds de commerce disparaître très rapidement, et ce qui les inquiète le plus, c'est de se rendre compte que malgré toutes les techniques propres aux élèves marxistes qu'ils sont tous, enfin je parle de Lindemann et quelques-uns de ses amis, qui ont posé une dictature de pensée. Rappelez-vous, tout ce qui est droite et méchant, injuste, immonde, et tout ce qui est de gauche symbolise la liberté, la justice sociale, et ils pensaient pouvoir tenir le pouvoir pendant des années grâce à cela. Ils ont failli l'avoir, ils ont failli le garder plus longtemps, s'ils n'avaient pas par une mauvaise gestion, oui, par un échec grave qui concerne les fractures sociales ou économiques, permis à ce qu'on appelle encore la droite de revenir aux affaires, mais la droite n'arrive pas à se définir comme étant de droite. Je n'arrive pas à entendre un seul député qui appartient au camp qu'on appelle la droite se définir comme étant de droite. Il est soit gaulliste, soit néo-gaullien, soit libéral, soit centriste de droite, mais jamais de droite. C'est une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont tous des sociaux-démocrates. Et c'est assez extraordinaire de constater ça et de voir que dans les faits, en fin de compte, la façon de gouverner ou les prises de décisions importantes sont exactement les mêmes. Et je crois qu'ils sont tous rentrés dans le panneau que leur avait lancé la gauche dès 84, au moment de l'échec social et économique. Pour camoufler tout ça, on avait lancé une nouvelle guerre factice, qui était d'un côté les racistes, ceux qui ne portaient pas la main jaune, rappelez-vous, et face aux antiracistes, ceux qui la portaient, autour de SOS Racisme et compagnie. Et puis tous les politiciens de l'époque sont tombés dans le panneau. Tous. Et puis, se noyant dans le verre de l'antiracisme, eh bien, ils sont tombés après dans le panneau de Maastricht. Et puis, ils se sont mis des chaînes. Alors maintenant, il y a Maastricht, il y a Schengen, Chirac l'a découvert depuis peu. Pardon, Jacques Chirac, président de la République, quand même. Non. Oui, pareil. Depuis quand ? L'a découvert depuis peu. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant pris à leur propre piège. Voilà, ils ont créé les conditions pour que ça n'avance plus. Alors, la première question, c'est celle de la compréhensibilité, si j'ose dire, la possibilité de comprendre le sens de ce slogan. Il y a une réponse qui a été apportée par les autres. Parce qu'il y en a qui ont parfaitement compris, c'est, je le disais tout à l'heure, Lindemann, Aubry, Drey, Chevènement, Fabius, eux ils ont compris tout de suite le message. Et ils ont réagi immédiatement, ça c'était tout à fait frappant. Ceux qui ont réagi le plus vite et le plus violemment, et d'une façon tout à fait surprenante, c'est les communistes. On a vu par exemple dans toute la presse communiste des papiers disant « Le Front National est devenu le premier parti des travailleurs ». Ça, j'ai lu ça dans la Marseillaise par exemple, ce qui est tout à fait stupéfiant. Et eux ont immédiatement réorienté leur stratégie, et on a vu, chose ahurissante, j'en parlais la semaine dernière, à la une de l'Humanité, un dessin qu'on n'aurait pas publié il y a quelques années dans Minute, sans avoir des poursuites immédiates. C'était un arabe, Angelaba, babouche, qui rentrait dans un énorme fromage, un arabe qui rentrait dans un gros fromage européen, en disant c'est bon pour nous, voilà. C'était stupéfiant de voir ça à la une de l'UMA. Donc, mais je crois que la riposte réelle de nos adversaires, et j'ai eu Marie-Noëlle Lindemann en débat sur Europe 1, et j'ai Jean-Marie Le Guen, député PS, lundi, dans le cadre d'un autre débat sur LCI, est emblématique
emblématique de notre positionnement, de notre bon positionnement. Parce qu'on appuie, on tape là où ça fait mal. Parce que on casse leur Yalta. On casse en fin de compte le leur politique. Voilà, oui. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on casse le leur politique et ils savent très bien qu'en faisant ça, on ne peut que gagner. Il faut quand même voir aussi que le Front National, c'est un rassemblement de gens qui viennent aussi bien de la droite que de la gauche, d'autres qui n'ont jamais pris part à des élections, d'autres qui ont été à un moment écologistes et qui ont retrouvé au Front National les grandes valeurs de défense de l'écologie. Enfin, c'est vraiment un rassemblement. Et moi, ce qui m'étonne en revanche, c'est l'absence de réaction du camp du RPR d'UDF. Mais je crois que eux ont d'autres soucis à se faire, c'est-à-dire organiser des opérations médiatiques où on verra le président de la République dire vraisemblablement on va reconduire la suspension de l'accord de Schengen. Vraisemblablement, c'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Voilà. Des petits coups comme ça, droite à gauche. Comme on dit élégamment, caramélisés. Il suffisait d'entendre hier le discours de Juppé, c'est stupéfiant. Il a un discours de suicidaire là maintenant. Il en est arrivé au stade où il dit je vais couler avec le navire, au garde-vous sur la passerelle et saluant. Bon, on a entendu ça hier. Il revendique l'impopularité. Alors c'est à l'inverse la fable du renard et des raisins. Ces raisins sont trop verts et bons pour les goujats. Et lui, c'est le contraire. C'est-à-dire, on lui fait manger des raisins verts et il dit c'est délicieux, j'aime beaucoup ça et ça fait des années que j'en rêvais. Oui, parce que en plus eux se sont fermés, si vous voulez, les portes de la demeure France en rentrant dans le jeu des socialistes et des communistes. Qu'on pourrait appeler pour certains des extrémistes de gauche, parce je sais pas si vous avez remarqué, on dit jamais extrémiste de droite, enfin on dit jamais droitiste, on dit extrémiste de droite. En revanche, on dit gauchiste. Et ils se sont enfermés. Alors que sans complexe, sincèrement, sans complexe, en prenant appui sur l'électorat français, on peut remettre en cause le traité de Maastricht. Il y a eu un sondage qui avait été publié dans le Figaro, je crois, en 1993. À peine un an après la signature, enfin après le référendum sur le traité de Maastricht, où 54% des Français voulaient qu'on remette en cause Maastricht, parce que c'est ça l'essentiel. Et puis sans complexe aussi, on peut appliquer chez nous une forme de protectionnisme, alors même qu'on a signé les accords du GATT, parce que ceux qui sont les initiateurs des accords du GATT, que sont les Américains, eux appliquent un protectionnisme plus que grave, entre guillemets, pour notre économie dans leur pays, sans aucun problème. En ce qui concerne Maastricht, on peut dire qu'il y a une formidable escroquerie, puisque les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont appelé à voter Maastricht. Bon, et ils sont arrivés au pouvoir, et maintenant qu'ils sont au pouvoir... Enfin, c'est un peu l'auberge espagnole, parce que certains qui nous disent voter non, d'autres appelaient à s'abstenir, et d'autres voter oui. En gros, disons, ils étaient... Chirac, Juppé, oui. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'il n'y a plus aucun risque pour Maastricht, mais qu'il y a un risque pour eux, ils disent, en réalité, bon, on va pas appliquer, appliquer Schengen, on va pas appliquer Maastricht. Il n'y a aucun danger, puisque de toute façon, la question ne se pose plus. Et c'est quand même une malhonnêteté assez invraisemblable. Non, mais ils ne disent pas encore qu'ils ne vont pas appliquer, Maastricht. On va peut-être pas l'appliquer. À propos de Schengen, ce qui revient au même. Il y a plusieurs réactions d'auditeurs, mais en gros, elles se séparent en deux parties. Il y a des auditeurs qui disent, mais ni droite ni gauche, est-ce que vous ne craignez pas que ça soit assimilé au fascisme? Et d'autres qui disent, est-ce que vous ne craignez pas, ou plutôt, plus exactement, qui disent, l'aboutissement logique de ni droite ni gauche, c'est le roi, c'est-à-dire c'est la monarchie, un principe supérieur au clivage politique. Alors, je suis d'accord avec ça. Je vais commencer par la première question. Vous savez, en France, lorsque quelque chose gêne le système, automatiquement c'est fasciste ou raciste ou sexiste ou machiste ou ce que vous voulez en liste. Voilà. On a même eu populiste dès que les gens ne votaient pas pour les listes d'établissement. Et c'est totalement erroné. Voilà. Ni droite ni gauche français, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la tradition même de notre présence sur ce sol, sur notre sol. C'est l'affirmation, une bonne fois pour toutes, que nous honorons ceux de nos ancêtres qui sont morts
pour conserver notre territoire, pour conserver notre pays, pour conserver notre identité et notre souveraineté et notre culture. Et aussi, nous honorons ceux qui ont versé leur sang pour appartenir à notre nation. Et ça, je dirais que enfin, j'avais répondu à Marie-Noëlle Lindemann sur cette question qui, elle, n'avait que ça dans la bouche. Je lui dis, mais attendez, est-ce que Mandela est fasciste? Lorsque Mandela devient président de la République sud-africaine, quel est son premier geste? Le premier geste, c'est l'appel à la réconciliation nationale. Son premier geste, c'est d'aller saluer la veuve du fondateur de l'apartheid, et même mieux d'aller se recueillir sur la tombe de ce dernier. Voilà, c'est normal. Lorsque vous êtes dans une logique de grave fracture dans le peuple, lorsque vous êtes dans une logique de disser votre pays à un rang supérieur et le défendre vis-à-vis des menaces économiques, sociales, politiques, eh bien, vous rentrez dans une logique de rassemblement. Allez, on va pas, franchement, accepter que les volontés des manipulateurs extrémistes de gauche, qui ont été toujours d'enfermer la France dans une fracture, être encore de mise aujourd'hui, et accepter de ne pas pouvoir prendre un slogan politique qui résume parfaitement notre positionnement aujourd'hui dans notre territoire, parce que on tombe dans le piège, on tombe dans le terrorisme intellectuel. Comment, Victoria? Oui, je voulais juste... Enfin, dans un article de National Hebdo, Pelletier écrit « De Gaulle n'était ni de droite ni de gauche, mais pensait que la France était plus Barrès, Maurras, Péguy, la Tour du Pin, que Sartre, Marx, Freud et Marie-Thérèse Lindemann. » Oui, oui, tout à fait. De Gaulle pensait ça, seulement tout ce qu'il a fait a démontré exactement le contraire. Non, De Gaulle, c'est parce que l'article c'est sur De Gaulle, etc. Oui, il le dit après. C'est ce que Martin Pelletier après. Il le dit après. Le critère, une fois de plus, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Parce que je suis convaincu, par exemple, que Mitterrand est au fond un type totalement de droite, mais il a mené une politique calamiteuse qui a abouti à un résultat qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce que les gens pensent dans le secret de leur cabinet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que pensait De Gaulle, ça a encore moins d'intérêt, étant donné que toute sa politique a fait... Continue, oui, mais c'était pas De Gaulle, c'est comme nous. Il y a un beau proverbe indien, si vous me permettez, un superbe proverbe indien qui dit « Je ne suis ni l'aile droite ni l'aile gauche, je suis l'oiseau ». Très beau.